Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Provence-Alpes et sur France Bleu Provence et Vaucluse pour ce premier débat de la soirée consacré au premier tour des élections législatives anticipées. Et nous allons ce soir nous intéresser à la première circonscription du Vaucluse. Un petit rappel, lors des dernières élections européennes du 9 juin, c'est le Rassemblement national qui est arrivé en tête avec plus de 41%. Et justement, avant de débuter, une précision importante, la candidate du Rassemblement national, Catherine Jaouin, que nous avions invitée à participer à ce débat démocratique, a décliné notre invitation, un refus justifié par une consigne des instances du Rassemblement national. Selon eux, la campagne est courte et leurs candidats préfèrent privilégier le terrain, une stratégie d'évitement que nous regrettons bien sûr et qui complique, vous l'imaginez, l'organisation de ce débat. Cette précision importante étant faite, je vais donc vous présenter les 4 candidats qui ont accepté de débattre ensemble. Bonsoir. Je vais commencer par vous, Malika Difraja. Bonsoir, madame. Vous êtes la candidate de la liste Ensemble pour la République. Raphaël Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez le Nouveau Front populaire. Philippe Pascal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat de la gauche démocratique et sociale. Et enfin, Johan Courtois. Bonsoir monsieur, vous avez été investi par les Républicains. Merci à vous 4 d'avoir accepté cette invitation. Sachez aussi que vous aurez, dès la fin de ce débat, 30 secondes chacun pour conclure sur un thème de votre choix. C'est la carte blanche. Les autres candidats de cette première circonscription du Vaucluse vont s'afficher. Il s'agit de Christine Châtenay, du parti Région et Peuple Solidaire, les régionalistes, Nourdine Gouali de Lutte ouvrière, Philippe Toutain de Reconquête et donc, je disais, Catherine Jaouin du Rassemblement national. Avant de débuter, petit tour d'horizon de cette circonscription. On regarde ce résumé préparé par Julie Arboin et on se retrouve dans un instant. Cette circonscription s'étend sur la ville d'Avignon. En 2022, le député Joris Hébrard du Rassemblement national l'avait emporté avec moins de 700 voix d'écart face à la France insoumise et 51% des suffrages exprimés. Un score serré, alors que la gauche est aujourd'hui désunie dans la circonscription avec 2 candidats. Ils sont 3 autres à se présenter pour la première fois aux législatives, pour Reconquête, les Républicains et Ensemble. Au total, en 2022, presque 74 000 personnes étaient appelées à voter. Dimanche, la participation pourra faire la différence, alors que l'abstention était la grande gagnante lors des dernières législatives. Plus de 56% des inscrits ne s'étaient pas déplacés. Le RN conservera-t-il la circonscription ? Le parti est arrivé en tête des élections européennes avec 26% des voix dans la Cité des Papes. Allez, retour sur le plateau de France 3. Une question qui s'adresse à chacun d'entre vous. La dissolution décidée par Emmanuel Macron a-t-elle plongé, selon vous, la France dans une crise politique et démocratique sans précédent ? Je vais commencer par vous, Malika Difraja. Personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi ? Parce qu'au vu des résultats des européennes, avec 41% des électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national, le président a pris une lourde décision qui n'est pas sans conséquence, on le voit aujourd'hui, puisque malheureusement, il y a beaucoup d'incompréhension autour de cette dissolution. Et pourtant, l'objectif de cette dissolution, c'était de pouvoir redonner la parole aux Français, de pouvoir leur permettre finalement de s'exprimer sur quel gouvernement ils souhaitent avoir. Un gouvernement mené par M. Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est ce qu'il prétend aujourd'hui, un gouvernement mené par Jordan Bardella, ou alors une continuité dans ce qui se faisait jusqu'à présent avec, bien évidemment, Gabriel Attal. Alors, puisqu'on a parlé de Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Arnaud. Non, mais la crise politique, on y était déjà avant cette annonce de dissolution, puisqu'on était déjà dans une crise économique et sociale depuis déjà des années. Le fait est, c'est que Emmanuel Macron, comme tout son mandat, tout son précédent mandat, a choisi de s'aligner sur les thématiques de l'extrême droite, a choisi de poursuivre les mots d'ordre de l'extrême droite. Vous allez trop loin, là, s'il vous plaît. Vous allez trop loin, monsieur Arnaud. Notamment, je nous associer au Rassemblement national. Nous sommes le seul parti véritablement à combattre le Rassemblement national depuis longtemps. Je vais m'exprimer. Jordan Bardella, dès le début des élections, dit si on vient à remporter les élections européennes, si on vient être le premier parti des élections européennes, alors je demande une dissolution de l'Assemblée nationale à Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, comme
l'entièreté de son dernier mandat, s'est exécuté à cette demande de Jordan Bardella et a donc choisi effectivement de prolonger cette crise politique dans laquelle nous sommes, en bafouant aussi les principes démocratiques dans lesquels nous sommes. Absolument pas. Il a redonné la parole aux Français. S'il vous plaît, Madame Di Fraga, je ne vous pas. Allez-y, je vais poser la question à Monsieur. Et notamment en nous laissant la période la plus courte possible pour nous organiser dans cette campagne législative qui est terrible de par aussi le risque d'une arrivée au pouvoir de l'extrême droite. On le rappelle pour un président qui s'était démarqué notamment en gagnant une élection, notamment sur cette thématique de rempart face à l'extrême droite. Philippe Pascal, crise politique ou crise démocratique ? Crise démocratique. À mon avis, c'est un choc antidémocratique sans précédent. Dissoudre l'Assemblée au moment où le Rassemblement national fait un score pareil, c'est à mon avis irresponsable, et arrogant même. Et aujourd'hui, je comprends le en même temps de M. Macron. C'est en même temps la droite et l'extrême droite. Et pour moi, on ne peut pas accepter ça. Et depuis 2 ans. Grâce à cette qui favorise grâce à cette dissolution, grâce à cette dissolution, enfin la gauche a pu s'unir. Et je remercie François Ruffin qui, dès le 9 juin, a été le premier à demander un front populaire. Et je pense que c'est fondamental que la gauche puisse se réunir pour arriver à enfin avoir le pouvoir. Parce qu'effectivement, comme le disait Raphaël, on vit une crise économique et sociale sans précédent depuis des années, mais accélérée par M. Macron. On va revenir sur le nom de la gauche. Joanne Courtois, j'aimerais vous entendre sur ce sujet, cette question. Pour ma part, je pense en fait que c'est tout simplement un coup de poker du président Macron. Aujourd'hui, il a pris cette décision dans une situation où effectivement l'extrême droite atteint des sommets en termes, on va dire, de scores électoraux, mais aussi on peut voir que nous sommes aussi dans une situation où le pays peut être un peu, on va dire, déstructuré. Actuellement, nous avons, dans quelques jours, les Jeux Olympiques, nous avons de grands événements qui vont se faire chez nous. Réaliser cette dissolution à ce moment-là, pour moi, c'est vraiment d'un caractère des plus irresponsables. Les LR ont explosé d'ailleurs. Aurélien Pradé, ce matin, a démissionné. Effectivement. Des LR. Aurélien Pradé a annoncé sa démission hier soir à la presse, ça a été diffusé ce matin. Les Républicains... Vous êtes déçus ? Effectivement, je pouvais avoir des idées qui pouvaient corréler avec Aurélien Pradier. Après, il a préféré faire son bout de chemin de son côté. Moi, je préfère faire changer le parti de l'intérieur. Moi, je pense que la dissolution a quand même permis de tomber les masques. Ne l'oublions pas. Éric Ciotti est toujours président des LR. Pour le moment, oui. Éric Ciotti qui maintenant s'acoquine avec le Rassemblement national. Donc, ce n'est pas nous qui nous accoquinons avec le Rassemblement national. Attention, madame. C'est Ciotti. Alors, ce ne sont pas les Républicains, voilà. Bien d'accord, je parle de Ciotti. D'accord ? Effectivement, mais combien de temps vous allez tenir cette digue ? Combien de temps ? Parce que déjà, on entend des discours comme quoi la gauche et l'extrême droite seraient le même problème. On essaye de mettre sur le même pied d'égalité la gauche et l'extrême droite. Combien de temps vous allez tenir la digue ? Je ne suis pas Malika Sorel. Je suis Malika Di Fraga. J'ai une question à vous poser. Mais vous faites quand même partie d'un parti qui a voté. Vous faites partie d'un parti qui a collaboré avec l'extrême droite à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, vous avez décidé de voter ensemble. Vous avez décidé de voter ensemble systématiquement, notamment sur les questions sociales. Je comprends très bien ces termes, puisque justement nous sommes l'héritage de la résistance. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas forcément le poids du Rassemblement national dans le Vaucluse qui a fait les gros titres de la presse nationale, mais c'est plutôt la situation à gauche dans cette circonscription qui a fait couler l'encre. On va en parler tout de suite, car certains électeurs aimeraient vous entendre, Raphaël Arnaud. Alors on va le dire tout de suite, ce parachutage n'est pas du goût de la gauche locale, vous le savez, à commencer par le PS et la maire d'Avignon, Cécile L. C'est donc aujourd'hui Philippe Pascal qui est membre de la gauche démocratique et sociale de Gérard Filoche, qui a été adoubé pour se présenter face à vous. Pourquoi les forces de gauche du département ont-elles apporté leur soutien à un autre candidat ? Alors attention avec cette question des forces de gauche. Nous, sur le terrain, dès le départ, on a reçu un soutien
immense de la part de différentes organisations politiques, évidemment de la France Insoumise, mais pas que. Il y a une dissidence. Oui. Il y a une dissidence, effectivement, qui avait été annoncée d'ailleurs, annoncée plus ou moins dans les médias. Il suffit de remonter un peu dans la presse pour se rendre compte que la mairesse Cécile L déclarait que s'il y avait une investiture donnée à la France Insoumise, il songerait potentiellement à une dissidence. Donc déjà, si vous me laissez pas parler du débat, ça va être compliqué. Merci, Madame. Raphaël, ça c'est faux, puisque j'étais le candidat investi par la France Insoumise, c'était moi, mais que je ne plaisais pas du tout aux dirigeants insoumis. Oui, Monsieur Farici et moi. J'attends d'avoir des nouvelles de la France Insoumise à ce niveau-là. Personne ne m'a dit ça. Personne ne m'a dit que vous étiez le candidat de la France Insoumise. Le secrétaire départemental avait coché mon nom, et c'est vos dirigeants parisiens qui ne m'ont pas voulu. Monsieur Pascal, vous avez déjà tenté de vous présenter en 2022. Vous aussi à l'investiture. Vous aussi à Lyon. Je me suis présenté et je me suis retiré. Vous aussi à Lyon. Déjà face à une candidature de la France Insoumise. Vous aussi à Lyon, d'où vous venez, cher monsieur. Nous sommes Vauclusiens autour de la table. Vous ne l'êtes pas. J'allais venir, Madame Diffraga, parce que je suis contente de m'attaquer sur cette question du c'est normal, territoire. Nous sommes Vauclusiens. Assez rapidement, je pose la question à monsieur Pascal. J'ai voulu peu mettre en avant cette question-là, la question du territoire. De fait, j'ai un ancrage familial qui est très fort ici. D'ailleurs, nous connaissons des personnes en commun. Je l'ai appris très récemment par de la famille. Vous n'y habitez pas. Je vis actuellement, durant la campagne, dans la maison de mon arrière-grand-mère. Ça a beaucoup de sens pour moi. C'est un territoire que je connais très bien, avec des cousins, des grandes-tantes, beaucoup de gens encore qui habitent ici. J'y descends depuis que je suis petit. De fait, effectivement, vous je n'y ne mentirai résidez pas aux pas. électeurs. Je n'y réside pas et je n'y travaille pas. Ceci dit, j'ai un attachement très fort à ce territoire. Donc je vous ne pouvais pas aller ailleurs. Les problématiques de ce territoire, je ne pouvais pas aller ailleurs qu'ici. Vous connaissez toutes les problématiques de ce territoire. Je connais les problèmes du pays, madame, et je vous rappelle que c'est un mandat. Je vous rappelle que c'est un mandat national et non pas un mandat local, comme j'ai pu le voir dans votre acte où vous ne parlez qu'aux Avigonnais. Je vous rappelle que c'est pour siéger à l'Assemblée nationale pour voter les lois au niveau national. C'est une circonscription. Qui va voter pour vous? Effectivement, c'est un vote local. C'est un vote local. Je vais donner, s'il vous plaît, c'est un mandat national. On ne va pas. Et les députés n'ont pas qu'un rôle national. On ne va pas vous entendre. Ça va être difficile le débat si vous coupez systématiquement. Philippe Pascal, vous vous présentez face à Raphaël Arnaud, justement, parce qu'il a un profil particulier ou pas? Pourquoi? Non, moi, Raphaël Arnaud, je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Je pourrais très bien être ami avec lui dans une autre vie, peut-être après même. Moi, je suis antifasciste comme lui. Non, ce que je voulais dire, c'est que donc, j'étais effectivement à la France Insoumise et que j'en suis parti en 2018, justement parce qu'il ne voulait pas faire l'union. Et je suis avec Gérard Filoche, qui, lui, c'est le pape de l'union. C'est lui qui veut réunir tous les partis de gauche en éliminant nos différences et en agglomérant nos ressemblances. Donc, je suis allé chez lui et j'ai retrouvé un homme exceptionnel. En 2022, effectivement, c'était M. Farici ou moi qui étaient les candidats présumé, mais comme quand je suis parti de la France Insoumise, ça s'est pas super bien passé. Monsieur Bompard, qui faisait les sélections, a choisi Monsieur Farici. J'ai voulu faire une candidature dissidente, puis après on a réfléchi avec Monsieur Filoche et je me suis enlevé. Ouais. Et là, de nouveau, j'étais sur la liste. C'est la même chose, Monsieur Pascal. Non. On a plein la raison. Je l'espère. Ouais. Donc, de nouveau, je suis le candidat investi. Il y a Monsieur Farici qui l'était, moi-même, et ni l'un ni l'autre ne convenaient aux instances parisiennes, et on est allé chercher M. Raphaël Arnaud, voilà, tout simplement. Ouais, alors, qu'est-ce qui vous distingue? Ce qui nous distingue, je pense, c'est assez simple. C'est intéressant pour nous et pour les Vauclusiens, quand même. Ce qui nous distingue, c'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, il y a eu des accords nationaux, des partis, et c'est ce qu'on a souhaité depuis le départ, nous, dans notre travail au quotidien. J'ai toujours œuvré à l'unité partout. Nous sommes allés, pas que d'ailleurs entre les appareils politiques, mais aussi avec les syndicats, avec les associations. Partout, nous avons cherché l'unité. Et aujourd'hui, ce qui nous distingue, c'est que de fait, je suis le candidat du Nouveau Front Populaire. Je comprends que ça ait perturbé notamment certains élus locaux. Je comprends que c'est perturbé aussi certains élus locaux, notamment socialistes, qui sont installés depuis des années ici. Et de fait aussi, je sais que je perturbe aussi par ma candidature, de fait de ma jeunesse. Je sais que tout ça vient se mêler. Et aussi,
la dissidence. Il y a des histoires, il y a aussi des histoires, il y a aussi des histoires d'appareils politiques qui dépassent amplement ma candidature. Il y a d'autres candidatures PS face à d'autres candidatures de la gauche radicale sur d'autres territoires. Quand on prend un peu de hauteur, voilà, je vous avoue que je suis plutôt serein dans cette situation parce qu'encore une fois, il y a le terrain, il y a ce qui se passe sur le terrain avec des centaines de militants et militantes qui participent à la campagne et c'est le plus important. Et nous arrivons à faire l'union. J'aimerais avoir le regard de Joanne Courtois sur cette dissidence à gauche, sur cette union ou désunion, je ne sais pas comment la qualifier. Pour moi, déjà la NUPES, maintenant le nouveau Front Populaire, ça a toujours eu, on va dire, un caractère assez inexplicable. De voir toutes ces forces de gauche se réunir, honnêtement, encore une fois, on le voit qu'on est en période de Jeux Olympiques parce qu'ils nous font le grand écart et ils vont remporter la médaille d'or. C'est-à-dire qu'on va gagner, c'est gentil. Que sur ça, je vous rassure. Alors après, quand on voit ce que vient de dire monsieur Arnaud, visiblement, il n'y aurait que le nom qui les séparerait réellement. Pourtant, pas tant que ça, parce qu'au final, sur vos affiches, vous mettez Front Populaire. Et à côté, nous avons Nouveau Front Populaire. Alors, franchement, il y a quand même une petite dose d'enfumage vis-à-vis des électeurs. Non, alors... Oui, allez-y. Oui, non, si je peux répondre. En fait, le Front Populaire vauclusien me soutient à 98%. Il n'y a que la partie radicale de LFI et le NPA qui ne me soutiennent pas. Mais ils ne me soutiennent pas par idéologie, mais aussi parce que, alors que je manifeste avec eux, par exemple, pour Gaza, pour lutter contre l'extrême droite, etc., vous voterez au second tour? Raphaël Arnaud est au second tour. Comment? Vous voterez au second tour pour la liste du nouveau Front Populaire? J'y serai au second tour, donc je ne me pose même pas la question. Et si ce n'est pas le cas? C'est pas possible. C'est pas possible. Raphaël Arnaud, si vous n'êtes pas au second tour, vous voterez pour... Non, mais je pense que la question ne se pose même pas. Elle va se poser dans quelques jours. Elle va se poser dans quelques jours. On sera tous les deux, alors. Il faudra voter pour la gauche systématiquement au second tour. Donc vous voterez pour battre le Rassemblement national partout sur le territoire. Partout sur le territoire, nous appellerons à battre le Rassemblement national parce que nous avons des convictions, nous avons le sens des responsabilités. Merci pour moi, alors, parce que si je suis au deuxième tour, vous voterez pour moi. Vous n'êtes pas de gauche, Madame Di Fraja. Non, mais vous avez dit vous voterez pour barrer le Rassemblement national. L'ensemble des candidats qui se prévalaient d'être le barrage contre l'extrême droite vont appeler par contre systématiquement à voter pour Nouveau Front Populaire. Ce que nous avons systématiquement appelé à faire, c'est-à-dire à battre l'extrême droite. Nous avons toujours été droits dans nos bottes. Et j'appellerai à le faire comme sur l'ensemble du territoire à voter. Nous aussi, on n'a pas voté des motions de censure en même temps que le Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Désolé. Monsieur Courtois, justement... En même temps, la motion de censure, elle concernait votre président. Monsieur Courtois... C'est pas une raison. C'est pas une raison. La consigne de vote au second tour, pour qui allez-vous voter si... Je ne suis pas un donneur de leçons, ça n'a jamais été ma vocation. Et puis, je ne suis pas non plus propriétaire des voix des électeurs, donc moi, je n'ai pas d'ordre à donner aux gens. Ils voteront en leur âme et conscience. Pour ma part, je n'ai jamais fait le jeu des extrêmes, donc je sais très bien pour qui je voterai. Mais en revanche, je ne donnerai pas de consigne de vote. Madame Di Fraja ? Je serai au deuxième tour. Et si vous n'y êtes pas, je serai au deuxième tour. Il y a toujours une hypothèse. On verra ça dimanche. On verra ça dimanche. Quelles que soient les personnes qui sont au deuxième tour, il faut faire barrage au Front National. De toute façon, c'est une évidence. Dernière question qui s'adresse à Raphaël Arnaud avant d'aborder le premier thème. Vous avez eu un échange verbal assez vif avec Gabriel Attal vendredi dernier à Avignon. C'est difficile d'échanger ? Je vous avoue que je ne suis pas du tout arrivé dans une optique... Alors certes, j'avais la volonté de l'interpeller, notamment sur la non-activité du gouvernement concernant l'extrême droite, aussi l'extrême droite la plus radicale, que nous combattons depuis des années. Je suis arrivé dans une démarche de discussion, tout simplement. Et effectivement, Gabriel Attal, très rapidement, s'est mis dans une posture offensive, disons... C'est peut-être votre profil aussi qu'il a mis sur cette... J'étais face à vous, monsieur Arnaud. J'étais face à vous, j'ai vu la manière avec laquelle... Mais j'étais très détendu. Vous êtes adressé au Premier ministre. D'ailleurs, vous m'avez attrapé le bras, je vous ai dit tout de suite. Mais c'est parce que je suis tactile. Mais je pense que les images sont assez claires. Je suis très calme, j'essaye de poser des questions. Non, vous êtes arrivé quand même... Manifestement, il n'y avait même pas de débat. C'est-à-dire qu'il enchaînait les invectives, notamment entendues sur CNews, etc., ce que nous déplorons. Rabaissez pas, monsieur le Premier ministre, à cela, monsieur Arnaud. Un peu de respect quand même. Un peu de respect, s'il vous plaît. On est aujourd'hui dans un peu de respect. J'aurai le temps peut-être de le dire systématiquement dans les différents débats, dans mes différentes interventions. Vous savez très bien pourquoi Gabriel Attal réagit ainsi. Bien sûr. C'est parce que vous êtes apparemment fiché S,
en tant que du mouvement antifasciste d'ultra-gauche et que vous faisiez partie de la Jeune Garde. Ça, c'est une réalité. Créateur de la Jeune Garde. Comment, encore une fois, vous le dites apparemment? Non, mais justement, mais je vous pose la question. Mais moi, je vous oui ou non réponds en disant je n'en ai aucune idée. Monsieur Arnaud. C'est exactement sur BFM, c'est-à-dire que personne n'est capable d'amener la preuve, puisque de toute façon, ce sont des fichiers qui sont restés censés confidentiels. Encore une fois, on a tenté de me traîner dans la boue, notamment avec un nombre de fake news incalculables qui émanent de l'extrême droite depuis des années, qui ont été repris notamment sur des médias traditionnels. Heureusement, ça s'est calmé un peu dans la période, parce qu'aussi on su rétablir une partie de la vérité. Est-ce que le mouvement de la Jeune Garde a participé à des actions violentes? Mais non, encore une fois, nous, notre activité est très claire depuis des années. On apparaît en manifestation, notamment avec des cortèges festifs. Qui viendra nous prouver le contraire? On est d'ailleurs très connus. J'ai d'ailleurs pu entendre sur BFM qu'on appartiendrait au Black Bloc, etc. On nous sort des termes hallucinants. Il y a d'ailleurs des spécialistes qui suivent très bien la question, qui ont rappelé sur ces plateaux que nous ne faisons pas partie de ces mouvements-là. Nous travaillons depuis des années, notamment avec le Parti Socialiste, auquel nous avons participé au Conseil régional d'Occitanie, avec Europe Écologie Les Verts, avec le Parti communiste français. J'étais encore en train de tracter récemment avec les jeunes communistes, là, pas plus tard qu'hier. Donc nous avons, et la CGT, et les syndicats, voilà l'activité de la Jeune Garde. Madame Difraja, vous avez un temps d'avance. On s'est rencontrés à la préfecture. Oui. D'accord? Oui. Sur l'instant, je ne vous ai pas reconnu, j'ai fait marche arrière, et je vous ai vu, et je vous ai dit, vous êtes le candidat de la première circonscription. Tout à fait. Quelle a été votre réponse? Il ne faut pas croire ce qu'on dit de moi. Je vous ai rien demandé. Très calmement. Non, mais attendez. Parce qu'on s'est salué. Moi, je vous ai salué. Vous êtes bien plus agressif qu'à la préfecture, Madame Difraja. Je ne suis pas agressif. Mais si, vous êtes bien plus agressif. Laissez-la s'exprimer. On s'est salué. Je suis une méditerranéenne. On s'est salué très poliment. Et je vous disais, vous avez vu, je ne suis pas comme on présente dans les médias. Pourquoi vous êtes justifié? Mais j'ai souri. Raphaël Arnaud, je suis désolé, vous allez avoir un temps de parole très important. Dans laquelle s'il vous plaît. Vous n'aviez pas besoin de vous justifier. Moi, je vous ai rien demandé. Mais bien sûr que si, vous avez bien vu aussi les médias. Non, mais moi, je vous demande... Monsieur Pascal, attendez, Monsieur Pascal, vous voulez réagir, allez-y. Moi, je trouve cette campagne médiatique et même ce débat désagréable, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est quand même les Avignonnais, les Pontessiens et les Borniérois. Et à un moment donné, il faut parler de ces gens qui souffrent. Alors, on va parler. Oui, allez-y, on va quand même sur ça. On va aborder le premier thème. Sur cette interpellation de Raphaël Arnaud sur Gabriel Attal. Pour moi, Raphaël Arnaud, Gabriel Attal, Jordan Bardella, ce sont des produits marketing. C'est-à-dire qu'ils sont fabriqués, il est très bien fabriqué, Raphaël, il parle très bien, vous avez vu, il a une faculté d'élocution remarquable. D'ailleurs, il a beaucoup de temps d'avance, il va falloir qu'il... Oui, mais moi je suis militant de terrain depuis l'âge de 18 ans. Moi, à 18 ans, j'allais coller des affiches non racisme sur la tête de Jean-Marie Le Pen. C'est très bien, monsieur Pascal. J'ai toujours fait des combats, et les plateaux télé, ça n'est pas... Depuis 2002, on combat le Rassemblement national. Ça n'est pas ma tasse de thé, mais à un moment donné, je veux qu'on reconduise le débat sur... Allez, on va parler justement du premier thème. On va parler du premier thème, il s'agit de la sécurité. Un classement qui se base sur une dizaine de critères et sur les chiffres de la délinquance, agression, vol, cambriolage, a été publié au mois de mars par le ministère de l'Intérieur. Sur les 119 villes de plus de 50 000 habitants se trouvant dans le classement, Avignon arrive en toute fin de liste, à la 117e place. Je vais poser la question à M. Courtois, qui a un petit peu de retard. Pourquoi, selon vous, la cité des Pabs est devenue le symbole des velléités d'extension des gangs marseillais en matière de trafic de drogue ? Alors, il peut y avoir effectivement donc différentes réponses à cela. L'une des premières étant que les actions étant réalisées sur la côte phocéenne ont augmenté en termes de sécurité. Forcément, les dealers se sont rabattus sur l'arrière-pays. Avignon, comme vous le dites, c'est on va dire, accentué à ce niveau-là en termes de trafic de drogue. Après, il faut dire aussi la vérité, c'est qu'il y a quand même un caractère anxiogène qui est aussi provoqué quand même en partie par les médias. Quand j'entends tous les jours dire que Avignon est une ville où il y a une... Oui, mort en 2023 lié au trafic de drogue. Alors, ce ne sont pas les médias, ça. Alors, je suis bien d'accord avec vous. Après, honnêtement, pour vous dire, moi, mon ressenti en tant qu'Avignonnais, j'y habite quand même depuis plus de 10 ans, je n'ai jamais été confronté aussi bien à des tirs de Kalachnikov dans la rue, comme on peut entendre qu'il y en a, comme
tous les jours dans Avignon. Je n'ai jamais été confronté à du racket, à des vols, à des agressions. Il y a eu un policier abattu en 2021, Éric Masson. Effectivement. Mais il y a quand même aussi une forme... Il se passe des choses à Avignon. Il se passe des choses. Mais malheureusement, il ne se passe pas forcément plus de choses qu'il se passe à Nîmes. Il ne se passe pas forcément plus de choses qu'il se passe à Montpellier. De manière globale... Que proposent les Républicains alors? Voilà, de manière globale, il y a une insécurité grandissante. Je suis d'accord. Mais c'est au niveau national, ce n'est pas au niveau local. Concernant les propositions des Républicains par rapport à cela, il faut savoir que je suis quelqu'un qui est très régalien, je suis très focalisé sur la loi. La police est là pour maintenir l'ordre, pour nous protéger, pour nous sécuriser. Il faut leur donner les moyens de faire leur travail, tout simplement. Et quels moyens vous leur donnerez? Alors, par rapport à cela, justement, donc, on peut proposer de financer beaucoup plus les équipements des policiers, parce que quand vous entendez parfois que certains policiers sont obligés eux-mêmes d'acheter leur équipement, c'est une honte, ce n'est pas normal. On peut également leur assurer... Ça a changé depuis quelque temps quand même. Oui, Gérald Darmanin a fait beaucoup j'ai des amis qui travaillent au sein de la police, madame. Attendez, il faut être réaliste quand même. La police aujourd'hui a des véhicules neufs. On n'a pas vu ça depuis plus de 30 ans. Donc à un moment donné, non, il faut un peu remettre les choses dans leur contexte. Tout n'a pas été fait correctement, tout n'est pas fait totalement. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites. Alors je ne dis pas que rien n'a été fait, je dis que ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, nous devons assurer à nos policiers un soutien des plus importants. Et même en termes de protection juridique, l'État doit se porter garant de sa police. Ce n'est pas normal quand même que vous vous retrouviez à être mis à pied et à être traîné devant un tribunal, à être sali devant votre famille parce que vous avez fait votre devoir de policier. Les opérations Place Nette lancées par le gouvernement, vous en pensez quoi? C'est efficace à court terme, à moyen terme? Non, ce n'est pas efficace du tout. Honnêtement, oui. C'est radical quand même. Oui, mais je suis désolé, madame, c'est la réalité. Effectivement, ces opérations-là, quand elles sont réalisées, il y a quelque chose qui se passe, mais au bout de quelques temps, ils vont se déplacer. Il ne reste, c'est pas grave, la zone a été nettoyée, ils vont aller s'installer ailleurs. Ce n'est pas suffisant. Il faut aller endiguer le mal à la racine. Les opérations Place Nette. À la racine. Les opérations Place Nette, madame, c'est du nettoyage. Comment vous l'endiguez à la racine? Vous avez vu où se trouvent ces points de deal? Vous savez où ils sont? Ils sont systématiquement sur des bars, dans des HLM, excusez-moi. Ça me perturbe tellement parce que ces populations-là souffrent. Et je pense qu'il faut quand même remettre la problématique là où elle est. On est d'accord. Je veux dire, ces personnes qui font ce trafic de drogue perturbent la vie quotidienne des personnes qui habitent dans ces cités. Vous pensez, Philippe Pascal, allez-y, après Raphaël Arnaud. C'est bien d'embaucher des policiers, mais si en même temps on enlève des éducateurs, il y a quand même un problème. Et puis, embaucher des policiers, très bien, mais s'il n'y a pas de police de proximité, je ne vois pas à quoi ça sert. Alors, vous êtes d'accord avec le nouveau Front Populaire qui veut mettre en place... J'applique le programme du nouveau Front Populaire. Oui. C'est la légitimité des élus avignonnais et des Avignonnais qui me connaissent depuis 50 ans. Elle m'accorde leur confiance, donc il n'y a pas de problème. Moi, je suis le candidat du Front Populaire et j'applique ce programme. Et ça, c'est autre chose. Ce qui est important, moi, ma fille, elle est éducatrice dans le quartier de la Reine-Jeanne d'Avignon. Elles étaient 4, elle est toute seule maintenant à la sauvegarde de l'enfance. Donc comment voulez-vous qu'on puisse œuvrer sur ces enfants? Il y a des enfants de 15 ans qui chouffent, là. C'est pas la police, parce que dès que la police arrive, c'est la fuite en avant, etc. Donc c'est les éducateurs qui manquent. Raphaël Arnaud, la police de proximité, sous 15 jours, si vous arrivez... non pas au gouvernement, mais si l'Assemblée nationale et vous obtenez la majorité, sous 15 jours, c'est aussi rapide que ça et on peut le mettre en place aussi rapidement. Il y a cette volonté-là. Je tiens à rebondir effectivement sur ce que disait M. Pascal, et je pense que là-dessus, on va se rejoindre évidemment. C'est la question surtout de l'insécurité sociale. Vous savez, j'ai discuté ce matin avec une dame au marché qui me disait très justement que le fait qu'aujourd'hui, on casse les services publics, qu'on casse les retraites, qu'on paupérise des populations entières, notamment dans des quartiers qui sont absolument délabrés, notamment parce qu'ils ont été privatisés, on le rappelle, ces HLM, de fait, crée cette misère, et la misère crée
de fait des violences, etc. Donc on ne Qui peut sont pas, les consommateurs ? on ne peut pas parler. Réfléchissez sur les consommateurs. On ne peut pas parler. Ils viennent d'où, les consommateurs ? On ne peut pas parler d'insécurité si on ne parle pas d'insécurité sociale. Mais vous êtes pour le déploiement de la police de proximité, ou redéploiement. Bien sûr, le redéploiement de la police de proximité. Moi, vous savez, encore une fois, je suis assistant d'éducation. Je sais ce que c'est que le manque de moyens sur le terrain, le fait aussi de donner des solutions aussi à des jeunes, etc. Donc on a cette volonté, encore une fois, de redévelopper le social partout. Sinon, on ne peut pas parler d'insécurité si on ne prend pas cet axe-là. Parce on est bien d'accord qu'il faut préserver ces populations qui habitent, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Pensons aux personnes qui habitent dans ces cités-là. J'ai pas l'impression que le dernier mandat de Macron va dans ce sens-là. Vous n'êtes pas en cassant la sécurité sociale. Vous êtes gentil aujourd'hui sur ce plateau. C'est pas le bilan de Macron. On ne casse pas la sécurité sociale, non, Philippe, il faut quand même pas exagérer. La sécurité sociale est en danger. Donc vous êtes contre la privatisation des HLM ? Vous êtes contre la privatisation c'est pas le propos, monsieur nous a posé la question. On est sur la sécurité, sur le nombre de policiers. Sur la sécurité. Malika Difraja, justement, le Premier ministre a défendu le bilan du camp présidentiel sur cette question de sécurité. Il a fait les propositions suivantes. Continuer à recruter des policiers et des gendarmes. Combien de policiers en plus ? Sur le territoire, on a commencé... Sur Avignon, par exemple, il en faut combien en plus ? Je pense qu'il en faudrait quand même... Je n'ai pas un chiffre exact parce que je ne connais pas véritablement le nombre de policiers qui se trouvent sur Avignon. Mais au-delà d'Avignon, moi, je voudrais qu'on parle quand même du territoire, de l'ensemble du territoire vauclusien et de la circonscription. Parce que la première circonscription, c'est certes Avignon, où en effet, on a les problématiques dans les cités, puisque moi, j'ai rencontré quand même pas mal de personnes des cités et qui ont peur de ce qui se passe, qui ont peur de se prendre des balles, qui ont peur de cette situation-là. Donc je veux dire, à un moment donné, il faut aussi aller les voir, rencontrer ces personnes-là, essayer de savoir quelles solutions elles aimeraient qu'on leur apporte. Parce que si ce n'est pas eux, en priorité, qui ont à nous dire, à nous, futurs peut-être députés, ce dont ils ont besoin... À ce moment-là, j'étais candidat au départemental au Pontet. J'étais candidat en 2021 au départemental au Pontet, où j'ai fait 40%, le meilleur score de la gauche depuis des décennies, contre Joris Ebrard. Et je peux parler du Pontet avec précision. En fait, il y a deux Pontets. Il y a le Pontet des populations aisées et des populations non immigrées. Et puis, il y a les cités Joffre, il y a toutes les autres cités qui sont abandonnées par la police. Alors qu'il y a des policiers, il y a la police municipale qui est présente partout. Il y a un grand jardin public à côté de cette cité qui pourrait être utile pour tous ces gens. Ces pauvres femmes, elles sont en bas du bâtiment, dans un terrain vague avec des bancs cassés, et elles ne veulent pas aller dans ce terrain vague parce qu'il y a des dealers. Alors qu'il y a des dizaines et des dizaines de policiers au Pontet. Donc je pense que la sécurité, ça vient des actes des élus. Et parce que les policiers, on les a. Donc seulement, il faut à un moment donné les envoyer au bon endroit. Ça concerne les élus locaux et bien évidemment, comme c'est quand même une mission régalienne, ça concerne également l'État, on est bien d'accord. Et un député qui est, contrairement à ce que pense M. Arnaud, à la fois qui doit légiférer, qui doit aller à l'Assemblée nationale pour faire des propositions de loi, bien évidemment qu'un député doit également être à proximité des gens qu'il côtoie, des gens qui vont voter pour lui. Non, vous avez dit que ce qui vous intéressait, excusez-moi, c'est de siéger à l'Assemblée nationale. Pas, c'est les deux. C'est les deux. Allez, on va passer. C'est un travail complémentaire. On va passer, si vous le permettez, au deuxième thème. Ah non, pas contradictoire, je suis d'accord avec vous. C'est les deux. Donc, il vaut mieux être avignonné de terrain depuis longtemps pour arriver à connaître parfaitement. Allez, très bien. C'est la conclusion. C'est la conclusion du premier thème. Donc, on va parler du pouvoir d'achat des Français et donc des Vauclusiens. Il est au cœur des programmes économiques des candidats aux législatives. Et dans le Vaucluse, un habitant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, selon les derniers chiffres de l'INSEE en octobre 2023. Donc le pouvoir d'achat est une priorité. J'aimerais avoir votre position. Monsieur Courtois, les Républicains, que proposent-ils ? Alors, par rapport au pouvoir d'achat, en fait, on propose diverses solutions. Notamment la première, nous proposons de réduire les cotisations salariales pour que le salaire net se rapproche du salaire brut. Ce qui pourrait d'abord
permettre d'avoir un salaire plus élevé. Il y a également la proposition qui jusqu'à 3 fois le SMIC, hein, c'est ça? C'est exact, c'est exact. Il y a également la proposition qui consiste à proposer aux entreprises qui accepteraient d'augmenter le salaire de leurs employés, de leur faire une réduction d'impôt, un crédit d'impôt, ce qui permet que les entreprises comme ça également joueraient le jeu d'augmenter les salaires. Après, concernant le pouvoir d'achat de manière globale... Vous vous rapprochez de nous, c'est bien. C'est plutôt vous qui revenez un peu à droite. Hein. Concernant de manière globale aussi le pouvoir d'achat, il faut savoir qu'on est actuellement dans une forte crise du logement en France. De manière globale, un Français va dépenser en moyenne 28% de son pouvoir d'achat dans son logement. Voire pour les classes les plus précaires, on peut atteindre 45% de son pouvoir d'achat. C'est énorme. Pour ça, il faut qu'on puisse également remettre des logements supplémentaires sur le marché pour que les prix puissent chuter. Et donc, c'est par rapport à ça. On construit très peu de logements neufs. Hein. On construit très peu, je suis d'accord avec vous. Mais par rapport à la dernière loi qui a été votée vis-à-vis des passoires thermiques, comme quoi les appartements donc, seraient interdits à la location à partir de 2028, ce que nous proposons, nous, c'est de financer cela par le biais de crédits d'impôt, en fait, et de permettre aux propriétaires de faire les travaux nécessaires pour qu'ils puissent réadapter leur logement, ce qui, d'un point de vue écologique, permettra, on va dire, des retombées au niveau environnemental, et d'un point de vue économique, mettra de nouveaux appartements sur le marché, de nouvelles maisons sur le marché, ce qui permettra de pouvoir se loger à plus bas coût. Raphaël Arnaud, le nouveau Front populaire souhaite indexer les salaires sur l'inflation et porter le SMIC à 1 600 € net par mois, contre 1 398 de mémoire actuellement. Une question simple, comment vont faire les petits patrons des PME pour supporter une telle augmentation ? Vous venez de répondre justement à la question qui se pose. Les deux thématiques, effectivement, en jeu pour parler de pouvoir d'achat. Je vous avoue déjà que j'ai du mal avec ce terme de pouvoir d'achat. Je préfère plutôt parler de pouvoir de vivre aujourd'hui. Vous venez de le dire, il y a des centaines de familles, des milliers de familles, voire même des millions de familles sur le territoire qui ont du mal aujourd'hui à se loger, à se nourrir. 1 sur 5 dans le Je parlerai plutôt de pouvoir de vivre. Enfin bon, peu importe la sémantique. Quoi qu'il arrive, effectivement, on a cette volonté d'augmenter les salaires. Moi, je suis payé au SMIC. Je sais ce que c'est que tous les jours galérer en fin de mois. Je sais ce que c'est que l'inflation qui ne cesse d'augmenter à chaque fois qu'on fait un panier de courses, etc. On le finance tout simplement parce qu'il y a de l'argent, madame, dans ce pays. Il y a énormément d'argent. Et notamment en taxant les ultra riches. Je sais que c'est quelque chose qui a beaucoup choqué sur les plateaux télé parce qu'on a un espèce de complexe, comme si on avait honte en France de dire qu'il y avait de l'argent dans ce pays, qu'il y avait des gens et de l'argent. Attention, de l'argent, on ne parle pas des petites PME que vous avez citées. On parle pas de. C'est la majorité en France. Les PME, c'est 80-90%. Ceux qui détiennent la richesse, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le tabagiste du coin. Ce n'est pas le restaurateur du coin qui détient la richesse dans ce pays. C'est des ultra riches, millionnaires, milliardaires. Bernard Arnault, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Combien de personnes, milliards et des milliards. Et nous, on a la volonté. Vous parlez des salariés. On a la volonté. Combien de personnes il emploie, Bernard Arnault, monsieur? Si Bernard Arnault quitte le pays, combien de personnes vont être au chômage? Il n'emploie pas, il l'exploite. Bernard Arnault, il délocalise ses entreprises, il crée des chômeurs et c'est nous qui payons les chômeurs. Il profite du travail que nous fournissons. Et effectivement, ces gens-là profitent de l'exploitation salariale et se font des bénéfices sur notre dos. C'est ce qui s'appelle le système capitaliste, madame. Si vous voulez, nous pouvons... Le gouvernement actuel donne 250 millions par an aux grosses entreprises. Et il faut que cet argent-là, on arrête de le donner. Les grosses entreprises peuvent vivre, il n'y a pas de problème. Donc il faut taxer les grosses entreprises, les multinationales. C'est les petites entreprises. Il y a 140 milliards. N'ont pas leur siège social en France. Eh bien, grâce à vous. Non, pas grâce à nous. Ça fait 7 ans qu'on est là. Nous, Philippe, ça fait 7 ans qu'on est au gouvernement. Avant nous, il y a des choses qui ont été faites. Entre la fraude fiscale, l'évasion fiscale, la fraude sociale. On ne parle que de la petite fraude des RSA qui ne représente rien. Écoutez Wauquiez, Ciotti, Macron, écoutez-les. Ils sont tous contre les plus précaires. Non. Pas d'accord avec toi. Il y a des centaines de millions. Quand Gabriel Attal. Les Français travaillent, les salariés sont imposés et ceux qui perçoivent des dividendes, eux, ne le sont pas. Monsieur Courtois, justement par rapport aux taxations, aux taxes sur les taxes sur les grosses entreprises. J'entends ce que vous dites, Monsieur Pascal, j'entends également ce que vous dites, Monsieur Arnaud.
C'est très beau, effectivement. Je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Taxer les plus riches pour pouvoir donner aux plus pauvres, c'est magnifique. Ça va devenir très concret, parce que vous avez dit qu'on avait la médaille d'or et qu'on allait gagner. Non, alors attention, je n'ai pas dit pour l'élection. Hein. Rassurez-vous. Mais ce que je voulais dire, par contre, c'est qu'en revanche, les plus riches, contrairement aux classes moyennes, si demain vous leur annoncez que vous allez les taxer à je ne sais pas quelle hauteur, ils vont partir. Mais c'est ce qu'on Et ce sont des citoyens, des Français qui font ça. Oui, ils font ça. C'est les mêmes. On ne parle pas honneur. Tu es milliardaire, on t'enlève quelques millions, hop, tu te barres. Mais c'est quoi ça? Je comprends ce que vous voulez dire. Là, on ne parle pas d'honneur. On parle d'une question. Moi, je parle d'honneur, je parle de dignité. Je ne parle pas de profit. Si vous les taxez à ce niveau-là, ils vont tout simplement partir. Et qui va encore se retrouver à être tapé? C'est la classe Bernard moyenne. Arnault, il délocalise des entreprises, il crée des chômeurs, et c'est nous qui payons les chômeurs. Et déjà en 2007, Nicolas Sarkozy disait la même chose. Si la gauche passe, les ultra-riches vont partir, etc. C'est faux. Ils restent en France parce qu'ils se font beaucoup d'argent. La gauche de Hollande a fait beaucoup. Voilà, allez-y. Quand on parle pouvoir d'achat, Hollande, vous pouvez dire, mais la gauche de Hollande, je ne sais pas. Quand on parle pouvoir d'achat, on parle aussi de la baisse de la facture d'énergie. C'est un axe majeur de cette campagne. Est-ce qu'il faut sortir du marché européen de l'électricité ou pas? Je sais que c'est non, mais vous allez répondre, Madame Difraja. Pas du tout. Je veux dire, c'est dommage d'ailleurs que Madame Jaouen ne soit pas là, parce qu'on parle entre nous. C'est eux qui ont fait cette proposition de sortir justement de l'Europe. Mais à un moment donné, non. On a prévu, en tous les cas, le gouvernement de Gabriel Attal prévoit une réduction de 15%, de 15%, c'est ça, 15% de réduction en février 2025. En février 2025, exactement, ce qui équivaut à peu près à 200 € d'électricité. Mais c'est pas un choix politique, c'est un pur effet du marché, ça, lié au marché européen de l'électricité, justement. Je crois qu'il faut quand même remettre aussi les choses dans leur contexte. On sort quand même d'un certain nombre de crises. D'accord ? On a eu la Covid, on a eu les Gilets jaunes, on a eu la guerre en Ukraine. Alors vous allez dire qu'en effet, on utilise tout cela pour finalement expliquer les réformes que l'on a mises en place ou les propositions que l'on fait, etc., etc. Mais en attendant, face à toutes ces situations que nous avons vécues progressivement, je veux dire, on a quand même maintenu le pays à flot. Oula. Le pays, mais excusez-moi, si vous allez discuter justement, avec les familles dont vous parliez, je m'explique. Vous assurer que le pays dans la coque. Le pays n'est pas à flot. Oula, les comptes sont pas bons, Madame Difraja, les comptes sont pas bons. On revient sur l'énergie, c'est intéressant d'avoir sur la facture énergétique. Sur la facture énergétique. Oui, justement, on parlait de ce tarif. À l'heure actuelle, il est de 54 € par mégawatt de l'heure, au mois de mars 2024. Oui. En août 2022, c'était 493 €. Oui. C'est pour ça que mécaniquement, le prix va baisser. Bien Donc sûr. je vous dis, ce n'est pas une décision politique, c'est le marché qui est ainsi. Certes, mais je reviens sur ce qui s'est passé donc avec ces crises. La France, quand même, avec le bouclier énergétique, a permis, en effet, aux Français, y compris les entreprises, etc., à ne pas avoir une explosion, quand même, du tarif de l'électricité. Si, ça explose. Donc, non, regardez nos voisins espagnols. Je vous assure que lorsqu'on est payé au SMIC, ça fait mal, la facture à la fin de mois. Regardez, mais je suis d'accord avec vous. Attendez, j'ai travaillé, Et je suis pas né avec une. Raphaël Arnaud, oui, justement par rapport à l'énergie. Alors, comment on réduit les factures d'énergie? Très simplement, je vous avoue que là, les discours que j'entends, c'est justement la logique de marché. C'est ce qu'on nous a répété pendant des années et des années. On nous a dit, alors qu'on avait un service public qui, a priori, certes peut avoir des problématiques, mais qui de fait fonctionnait bien avec des prix bas, avec une volonté, encore une fois, d'avoir des prix raisonnables pour les Français et les Françaises. On nous a répété pendant des années qu'on allait mettre ça sur le marché, l'énergie, petit à petit, en nous disant qu'avec la concurrence, on gagnerait au niveau des prix. C'est ce qu'on observait depuis des années sur l'ensemble des pays européens. Et puis, ce que nous, on avait dit dès le départ, mais peut-être qu'on est des devins, c'est juste qu'en fait, on suit ce qui se passe systématiquement. Il y a une logique de profit derrière, il y a une logique de se faire toujours plus d'argent pour des entreprises privées, alors qu'avant, c'était au public de gérer ça. Vous annulez la hausse programmée du prix du gaz au 1er juillet, vous le Bien ferez ? sûr, mais l'horizon qu'on doit avoir, c'est surtout le public. C'est à nouveau remettre l'énergie dans le public, partout où c'est possible, parce que c'est que ça qui nous sauvera, et certainement plus suivre les logiques du marché, comme la majorité et Madame Difraja juste ici. Joanne Courtois.
Alors, par rapport effectivement à tout ce qui était donc énergie, il faut d'abord faire en sorte aussi que nous puissions réinstaurer le bouclier tarifaire au niveau où il était. D'ailleurs, de mémoire, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que la France Insoumise a voté contre la poursuite du bouclier tarifaire. Donc au final, il faut quand même réinstaurer cette mesure qui était une véritable mesure. Vous avez parlé effectivement... Vous avez chiffré le coût? Parce que ça coûte cher, non? Alors après, il y aura toujours effectivement des lois de finances à faire, mais ça, honnêtement, je ne me présente pas pour être président de la République. Ça sera à tous les députés de mettre ça en place. Ça n'a pas été chiffré, hein, ça n'a pas été chiffré, non, ça n'a pas été chiffré. Donc il faut effectivement réinstaurer le bouclier tarifaire et puis il faut aussi qu'on accentue sur tout ce qui est électrique et donc électrique dit nucléaire. Bien sûr. Aujourd'hui, quand vous voyez effectivement le prix du gaz, ce n'est pas possible. À titre d'exemple, je connais des personnes qui se chauffaient au gaz, qui ont été obligées d'acheter des radiateurs électriques parce que ce n'était plus possible de se chauffer au gaz. La facture était x3. Donc c'est un vrai problème. Ne serait-ce que remettre aux normes les logements, notamment les logements dont on parlait des HLM privés, les passoires thermiques. Remettre aux normes, c'est des passoires thermiques. Dernier thème, l'agriculture. Durant les élections européennes, on a beaucoup parlé du fameux pacte vert, le Green Deal. 6 mois après ce mouvement de colère des agriculteurs, quelles sont vos différentes propositions ? Monsieur Pascal. Eh bien, en fait, il faut garantir un prix plancher pour les rémunérateurs pour les agriculteurs, parce que les agriculteurs souffrent. Moi, je le vois bien, je les connais. Mon grand-père était agriculteur et ils ont une toute petite retraite. Ils travaillent des heures et des heures et ils n'ont pas un prix plancher pour leurs produits. Ils n'ont pas une rémunération suffisante. Ils n'ont pas une retraite suffisante. Et en revanche, il faut taxer les super profits. Il faut taxer la grande distribution. Il faut taxer les gros propriétaires qui sont hyper riches. Et parmi ceux-là, il y a des milliardaires dans l'agriculture, alors que 90% des agriculteurs sont en souffrance. Donc il faut arriver à rétablir un équilibre et en passant par la fiscalité. Malika Difraja, est-ce que l'agriculture doit aussi s'adapter au changement climatique? C'est primordial. Bien sûr, mais on ne peut pas leur demander de changer rapidement. Il faut une réelle adaptation. La PAC, qui quand même 9 milliards d'euros qui est versé donc aux agriculteurs, et tant mieux que ça continue, parce que le Rassemblement national, s'il nous fait un Frexit, nos pauvres agriculteurs, je vais y arriver, perdront le bénéfice de cette PAC. Mais bien sûr, il faut arriver à adapter progressivement, mais ils sont conscients, nos agriculteurs, et ils ont envie d'avancer, et il faut les accompagner. Et il faut les accompagner de la meilleure façon qui soit, parce que la souveraineté alimentaire, c'est un sujet qui est extrêmement important. C'est un sujet qu'on a porté. 64 premières mesures que Gabriel Attal a défendues suite à cette crise agricole. Je crois qu'il faut continuer de les aider avec cette simplification administrative, etc., etc. Et il faut aussi que nous, on joue ce rôle-là, c'est-à-dire aller et consommer. Je suis désolé de vous interrompre par rapport au temps de parole. Monsieur Pascal, par rapport à la PAC aussi, est-ce que la France doit toucher un petit peu plus? Elle est déjà bénéficiaire. Oui, bien sûr, mais non, en fait, le problème, c'est l'Europe. Le problème, c'est l'Europe. On est dépendant complètement de l'Europe, et l'Europe, c'est l'OTAN. Donc pour les agriculteurs, le problème, c'est l'Europe. En fait, oui, parce que tout est dirigé, tout est déterminé à ce niveau-là, quoi. Donc, à mon sens, il faut que la fiscalité puisse arriver à démonter. Allez-y. Non, Monsieur Courtois, très rapidement. Alors par rapport aux agriculteurs, effectivement, ce qu'il faut également faire aussi, c'est mettre en place des renégociations entre les distributeurs et les agriculteurs. Parce ça a été fait aussi. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Non. Bruno Le Maire a quand même... Il faut aujourd'hui... Madame Difraja, je suis désolé, c'est M. Courtois, il lui reste 20 secondes. Je vous prie de m'excuser. Alors, à ce compte-là, tout a été fait sous Emmanuel Macron. Non, pas du tout. Madame Difraja, s'il vous plaît. Donc, il faut renégocier au niveau des distributeurs, parce qu'effectivement, nos agriculteurs aujourd'hui ne peuvent pas vivre de leur travail. Et il faut également que nous puissions mettre en place une favorisation des circuits courts pour que ça puisse réellement se faire au quotidien. Merci. On est d'accord. Parfait. Ce débat touche à sa fin. Il est temps de vous donner carte blanche. Vous avez, justement, vous allez avoir 30 secondes chacun pour conclure. Le tirage au sort vous a désigné. C'est à vous, Malika Difraja. Alors moi, j'aimerais m'adresser aux Vauclusiennes et aux Vauclusiens
particulièrement à ceux de la première circonscription. Je souhaite bien évidemment devenir votre député, pouvoir défendre vos intérêts, bien évidemment siéger à l'Assemblée nationale parce que c'est là où tout se joue concernant les propositions de loi, les projets de loi, mais mon intérêt personnel, c'est véritablement de défendre, c'est ce que je dis toujours, l'intérêt, l'humain en priorité. Je serai la candidate qui sera avec vous, à côté de vous, tout le temps. C'est fini. Philippe Pascal, c'est à vous. Oui. 30 secondes. Moi, je regrette juste qu'on n'ait pas parlé de culture, parce que tout ce qui dégrade, Pas tout aborder. tout ce qui dégrade, Il vous reste 30 secondes. tout ce qui dégrade la culture réduit le chemin qui mène à la servitude. C'est Albert Camus qui l'a dit. Et Avignon, c'est très important. Donc, moi, je n'ai pas raté un festival depuis 40 ans. Je suis un Avignonnais de toujours, qui me bat aux côtés de toutes les populations. Quand je vais dans la rue, tout le monde me soutient. Et je pense que si on arrive à gagner, parce que je pense qu'on va gagner, je serai un élu avignonnais. C'est fini. Joanne Courtois, 30 secondes. Alors, de par mon métier, je suis quelqu'un donc, qui est souvent confronté au domaine de la santé. Actuellement, en Vaucluse, et y compris sur le territoire national, nous sommes en train de vivre de véritables déserts médicaux qui s'accentuent. L'une des premières mesures que j'aurai sera de lutter contre ces déserts médicaux par tous les moyens nécessaires. Je suis actuellement le candidat d'une droite sociale et républicaine. Je me présente comme un rempart face aux extrêmes et une alternative. Alors, les 30 juin et 7 juillet prochains, faites le choix de la jeunesse, faites le choix du dynamisme, faites le choix de l'alternance. Raphaël Arnaud. Bonjour à toutes et tous. Je m'adresse à vous avec cette volonté inébranlable de battre l'extrême droite, notamment sur une circonscription et notamment dans un département où l'extrême droite aimerait à nouveau faire le grand chelem. J'en appelle à tous les électeurs et à toutes les électrices, notamment de la jeunesse. C'est important qu'on se mobilise le plus massivement possible ce dimanche 30 juin et le dimanche 7 juillet, pour d'une part en finir avec les politiques de Macron, en finir avec toutes les politiques libérales qui nous ont plongés dans ce chaos. C'est fini. Battre l'extrême droite. Mais c'est fini. Merci infiniment à vous quatre d'avoir accepté ce débat. Restez avec nous. Dans un instant, on se retrouve pour un second débat consacré à la deuxième circonscription des Alpes-de-Haute-Provence. À tout de suite.